Dans le décor blanc et rude du Yukon, où règnent les glaces éternelles, et où les rêves d'or scintillent comme des mirages, le nom de Parker Schnabel est devenu une légende. Plus qu'un jeune chercheur d'or talentueux, Parker est le symbole de la résilience d'une volonté de fer qui ne faiblit jamais face aux défis les plus ardus que lui lancent la nature et le destin. Pourtant, derrière les images glamour diffusées à la télévision, derrière les chiffres d'or scintillants pesés et mesurés, se cache une histoire moins connue. Une histoire épique, d'audace d'échecs cuisants et d'un trésor gelé au cœur même de cette terre glacée et mortelle. La dernière découverte d'or de Parker Schnabel n'est pas seulement un tournant, c'est un véritable changement de donne qui modifie non seulement sa carrière, mais aussi la façon dont le monde perçoit les chasses aux trésors modernes. Mais l'histoire qui se cache derrière cet événement, ce qui a conduit à ce moment capital, est encore plus incroyable. Elle n'a pas commencé par un rugissement triomphal, mais par un pari à haut risque de 15 millions de dollars. Un pari qui a mal tourné dès le premier jour, engloutissant des machines colossales dans un tourbillon de panne, poussant l'équipage dans l'abîme d'une dette croissante et érodant la foi même des mineurs les plus aguerris. Nous allons collectivement lever le voile du secret et révéler ce moment magique où une pépite d'or en forme d'arbre étincelant comme une charge électrique est apparue comme une faible lueur d'espoir au milieu d'une mer de désespoir. C'était un spectacle rare, un chef-d'œuvre de la nature suffisamment puissant pour raviver la flamme du désir dans des cœurs qui semblaient endurcis par l'échec. Mais vous ne croirez pas ce qu'ils ont dû faire à un énorme rocher de la taille d'une petite voiture pour découvrir un prix encore plus grand. Leur plus grande victoire allait en un instant devenir leur erreur la plus coûteuse. Une fortune gelée, un enfer gelé. C'est Dominion Creek, où les rêves et les cauchemars s'entremêlent. Tout a commencé par une carte. Pas une ancienne carte au trésor, dessinée à l'encre sépia sur du parchemin, mais quelques résultats de forage sur un terrain appelé Dominion Creek. Ces chiffres froids sur le papier laissaient entrevoir un monstre, aurifère caché dans les profondeurs du sous-sol, un gisement d'or colossal, capable de changer le destin de quiconque serait assez courageux pour l'exploiter. Il s'agit d'une propriété de 7500 acres, nichée au fin fond du Yukon, une terre devenue légendaire grâce aux histoires d'or et d'argent qui y sont chuchotées. Pendant des années, les mineurs ont murmuré que jusqu'à 80 000 onces d'or y dormaient. Au prix d'aujourd'hui, cela représente plus de 160 millions de dollars. Une fortune colossale, un actif qui pourrait acheter un petit royaume. Lorsque l'ensemble de l'exploitation de Dominion Creek, y compris le terrain, l'équipement lourd et le camp minier, a été mis en vente de manière inattendue. Parker Schnabel, avec l'œil aiguisé d'un prédateur chevronné, a vu l'opportunité de sa vie. Il ne s'agissait pas d'une simple transaction, mais d'une porte ouverte sur une nouvelle ère, une chance de graver son nom dans les annales des prospecteurs d'or légendaires. Il a donc fait une chose folle que peu de gens auraient osé envisager, il a mis tous ses jetons au centre de la table et a dépensé 15 millions de dollars pour acquérir la totalité de la propriété. C'est le plus grand pari de sa vie, une décision si audacieuse qu'elle fait retenir son souffle à son entourage. « Tu mineras très bien et tu gagneras un peu d'or », s'est assuré Parker, les yeux brûlants de conviction. « D'accord, on y va. » Une poignée de main rapide, un mot de félicitations du vendeur, et Parker Schnabel devient officiellement propriétaire de Dominion Creek. Son objectif est incroyablement ambitieux, extraire 5000 onces d'or en une seule saison. Une telle récolte lui permettrait non seulement de réaliser d'immenses bénéfices, mais aussi de devenir une légende vivante dans le monde de l'extraction de l'or. Mais voici le hic, tout cet or était censé être enfoui à 40 pieds de profondeur, enfermé dans un pergélisol aussi dur que du béton. Il ne s'agissait pas seulement d'un défi technique, mais d'un combat sans concession contre la nature elle-même, contre l'extrême dureté d'une terre qui n'a jamais plié devant personne. Dès les premiers coups de pioche, Dominion Creek s'est senti maudit. C'était comme un ancien sort, une résistance farouche de la terre contre ceux qui osaient perturber son sommeil millénaire. C'est drôle quand on y pense, quand on dépense autant d'argent, on s'attend à un peu de chance. Pas ici.
Sur cette terre gelée, la chance semble leur avoir échappé. Le premier plan de Parker était d'exploiter les anciens résidus, les piles de minerais laissées par les mineurs précédents, pensant que ce serait un début facile. Le sol était déjà dégelé, et il espérait obtenir rapidement de l'or pour donner de l'élan et remonter le moral de l'équipe. Mais la Terre avait d'autres idées plus cruelles et plus froides. Presque immédiatement, les machines ont commencé à tomber en panne. L'une après l'autre, les bêtes de somme de l'opération tombent en panne. Les dents d'un godet de pelleteuse se sont brisées net comme si elles avaient été coupées par une lame invisible. Un tuyau hydraulique d'un bulldozer a explosé sans avertissement, projetant de l'huile brûlante partout, comme de la lave mortelle menaçant non seulement l'équipement, mais aussi la sécurité des travailleurs. Chaque jour qui passait apportait une nouvelle panne coûteuse, une déchirure plus profonde dans le budget déjà tendu. À chaque minute, une machine était en panne, l'horloge tournait et l'argent s'écoulait comme de l'eau. La pression qui pèse sur Parker est incroyable. Un instant, il était un prodige de l'exploitation minière qui venait de faire un coup d'éclat. L'instant d'après, il est confronté à un désastre de 15 millions de dollars et n'a pas d'or à montrer pour son pari. L'ambiance dans le camp était sinistre. On pouvait sentir le stress dans l'air épais et palpable. L'équipe travaillait jour et nuit réparant les équipements cassés par un froid glacial, alors que le rêve d'un gros salaire leur filait entre les doigts. « C'est un tendeur », explique un mécanicien en montrant une pièce cassée. Elle maintient le moteur isolé et vous pouvez voir qu'elle est cassée. Ils dépensaient sans compter pour acheter du carburant, des pièces détachées et des salaires, mais les caisses étaient vides. Il ne s'agit pas seulement d'un démarrage lent, mais d'un échec catastrophique dès le départ. Parker, le roi du Klondike, est sur la corde raide, et tout le monde le sait. Il avait tout misé sur ce terrain, et celui-ci se défendait avec acharnement. Il avait une énorme équipe à soutenir, et leur morale était au plus bas. C'est une chose de travailler dur quand on voit des résultats, mais c'en est une autre de se casser le dos pour rien. Les gens commencent à se demander si Parker n'a pas fait une énorme erreur. La légendaire Dominion Creek n'était-elle qu'un mythe? Lui avait-on vendu un citron à 15 millions de dollars? Le rêve de produire 5000 onces semblait être une plaisanterie cruelle. À ce stade, ils auraient de la chance de rentrer dans leurs frais. Ce n'était pas seulement une mauvaise semaine, c'était une véritable crise qui menaçait de faire couler toute l'opération avant même qu'elle n'ait vraiment commencé. Ils devaient trouver un moyen de redresser la barre, et vite. La bête d'en bas. Quand l'intuition dépasse toutes les limites, le travail acharné n'allait pas suffire à régler le problème. Parker le savait bien. Sa vieille station de lavage fiable Big Red était une légende en soi, lui ayant apporté d'abondantes saisons aurifères. Mais elle n'avait pas été conçue pour une exploitation monstre comme celle de Dominion Creek. Elle était trop petite, trop lente, et commençait à tomber en panne, comme tout le reste. Alors que Big Red s'écroulait lentement à cause de barres de tension cassées, Parker a fait un geste que personne n'avait vu venir. Il a traversé la moitié du monde pour se rendre en Nouvelle-Zélande. Croyez-le ou non, pendant que son équipage menait une bataille perdue d'avance au Yukon, Parker était à la recherche de nouvelles technologies auprès de certains des meilleurs mineurs de la planète. Ce qu'il y a vu est époustouflant. Il est tombé sur une station de lavage flottante, une énorme machine qui reposait sur son propre étang, aspirant la terre du fond. On aurait dit une machine sortie d'un film de science-fiction énorme, puissante et incroyablement efficace. Pendant un instant, elle a semblé être la réponse à tous ses problèmes. Cependant, presque immédiatement, avec la perspicacité d'un mineur chevronné, Parker se rendit compte que cela ne fonctionnerait pas au Yukon. Le Klondike est un terrain accidenté et rocailleux, et non plat et calme comme les régions où cette machine flottante a été conçue. Une usine flottante ne survivrait jamais dans les conditions difficiles du Yukon. La plupart des gens auraient abandonné à ce stade considérant l'idée comme impossible, mais pas Parker. Il est revenu avec une idée encore plus grande et plus folle. S'il ne pouvait pas acheter la machine parfaite, il la construirait lui-même. Cela a donné le coup d'envoi d'un nouveau projet d'envergure
qui a duré 2 années entières. Il conçoit de A à Z la machine de ses rêves, une installation de lavage plus grande, plus rapide et plus performante que toutes celles qu'il a déjà utilisées pour extraire l'or. Il l'a baptisée Roxane. Le projet a coûté un autre $1 000 000, un autre pari énorme en plus du premier. L'équipe a passé des mois à souder des pièces d'acier géantes, à peindre le tout d'un bleu vif caractéristique et à l'assembler comme un puzzle massif et compliqué. Lorsque Roxane fut enfin prête et mise en marche pour la première fois, elle ressemblait à un super-héros, prêt à sauver la situation. Et le premier tirage a été un énorme succès. Ils ont tout de suite récupéré plus de 56 onces d'or. Enfin, une victoire. Après des jours d'obscurité, une lumière brillante s'est allumée. Mais les bons moments n'ont pas duré. Peu après, un petit câble s'est détaché et a tout arrêté. Puis un important tuyau d'eau a éclaté, pulvérisant de l'eau glacée partout. Ce fut un rappel brutal que même une machine flambant neuve d'1 million de dollars n'est pas à la hauteur des rigueurs du Yukon. Alors que l'équipe commençait à se faire des illusions, le sol lui a lancé une nouvelle balle courbe. La trouvaille parfaite, le défaut cruel quand la nature donne et reprend. Alors que tout le monde commençait à s'épuiser à force de se battre, la terre leur a fait un signe. Ce n'était pas une montagne d'or, mais quelque chose de bien plus cool. L'équipe a trouvé une pépite d'or d'un peu plus d'un dixième d'once. C'est une belle découverte, mais c'est la forme de la pépite qui a suscité l'émerveillement de tous. Elle ne ressemblait pas à une pépite normale, grumeleuse et grossière. Cette pièce présentait une structure cristalline rare et étonnante, appelée or dendritique. Cela signifie qu'il se forme dans de l'eau surfondue et qu'il se développe sous la forme de motifs ramifiés complexes. Elle ressemblait à une minuscule branche d'arbre doré ou à un éclair figé dans du métal solide. Il était magnifique, rare et d'une valeur inestimable pour les collectionneurs. Ils l'ont immédiatement baptisé la pépite électrisante. Cette découverte leur a remonté le moral. Elle leur a rappelé des pépites légendaires comme la Welcome Stranger, trouvée en Australie, un endroit célèbre pour son or massif et de forme étrange. Une telle pièce valait bien plus que son poids en or. C'était un trésor, un cadeau de la terre qui prouvait qu'il y avait de l'or unique et de grande qualité dans le sol de Dominion Creek. L'espoir était de retour allumé dans chaque œil, chaque mot. Et alors qu'ils pensaient que les choses ne pouvaient pas être plus excitantes, quelque chose d'encore plus fou s'est produit. Un énorme rocher de la taille d'une petite voiture était coincé en plein milieu de leur terrain de jeu. C'était un obstacle énorme qui empêchait tout progrès. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à le déplacer, quelqu'un a remarqué que quelque chose brillait à sa surface. D'épaisses et brillantes veines d'or véritables couraient sur tout le rocher. Ce n'était pas un simple rocher, c'était un coffre au trésor. L'équipe a travaillé avec soin pour l'ouvrir, et lorsqu'il a finalement craqué, tout le monde s'est figé. Au cœur de la roche se trouve un énorme morceau d'or massif qui pèse 100 onces. Il pesait 100 onces. Le camp tout entier s'est mis à applaudir. Une pépite d'une valeur d'environ 200 000 $, c'était le jackpot dont ils rêvaient. Mais au beau milieu de la célébration, un désastre s'est produit. Alors qu'ils s'efforçaient de dégager l'énorme pépite de la roche qui l'entourait, l'impensable s'est produit. Elle s'est brisée. L'unique pièce solide s'est divisée en plusieurs gros morceaux. L'énergie dans le camp est passée de la joie pure à la déception douce amère en un clin d'œil. Certes, il s'agissait toujours d'une quantité incroyable d'or, mais ce n'était plus une pépite unique de 100 onces. Elle avait instantanément perdu sa valeur de collection, la valeur supplémentaire qui découle d'une découverte unique dans une vie. Ce fut un véritable coup de massue et un exemple parfait de la nature cruelle du Klondike. Une seconde, il vous offre un trésor, l'instant d'après, il vous en arrache une partie. Cette découverte incroyable et son défaut déchirant a alimenté encore plus de spéculations sur ce qui se passe réellement en coulisses. Ce qu'on ne voit pas dans la série. Chaque série à succès a ses mystères, et ruée vers l'or en a plus que la plupart des autres, les coulisses du drame des questions sans réponse. Pour chaque once d'or pesée devant la caméra, il y a des tonnes de questions de la part des fans. Au fil des ans, les téléspectateurs assidus
ont élaboré leur propre théorie sur ce qui se passe réellement. L'une des plus grandes questions est toujours la suivante. Le drame est-il réel? C'est une question légitime. Les fans ont remarqué que les catastrophes frappent souvent au moment idéal de la narration. Une machine tombe en panne juste avant une tempête de neige, ou deux membres de l'équipe se disputent juste avant la pesée de l'or. Cela peut sembler un peu trop parfait, ce qui amène les gens à se demander si les producteurs ne sont pas en train de faire avancer l'histoire pour qu'elle reste passionnante. Mais une autre théorie est beaucoup plus controversée. Il s'agit d'une vieille astuce minière appelée « salting the pan ». Autrefois, un tricheur ajoutait secrètement quelques paillettes d'or à un claim sans valeur pour tromper un investisseur. Certains fans chuchotent qu'une version moderne de cette astuce pourrait se produire devant les caméras. La théorie est la suivante: si une équipe passe une saison épouvantable, peut-être qu'un producteur ajoute discrètement un peu d'or au nettoyage final. De cette façon, l'équipe connaît une fin heureuse et l'émission bénéficie d'une belle histoire. Pour être clair, il n'y a aucune preuve que cela se soit jamais produit. Ce n'est qu'une théorie, mais elle montre à quel point les fans pensent à la réalité de la télé-réalité. La théorie de l'argent caché est encore plus crédible. Dans l'émission, on voit Parker dépenser 15 millions de dollars. C'est une somme folle. La série n'explique pas toujours d'où vient cet argent, ce qui amène à la grande question qui paie vraiment pour tout cela. Cette théorie suggère que derrière chaque équipe se trouvent des partenaires silencieux de riches investisseurs. Nous ne voyons jamais ces investisseurs qui fourniraient les millions nécessaires à l'achat d'équipements et de terrains en échange d'une part importante des bénéfices. Sachez que cette théorie est tout à fait logique. L'extraction moderne de l'or est incroyablement coûteuse et l'existence de puissants bailleurs de fonds expliquerait comment ces équipes peuvent se permettre de prendre des risques aussi importants saison après saison sans se ruiner complètement. Cela ajoute une toute autre dimension à la série en suggérant un monde de transactions commerciales de haut niveau se déroulant complètement hors caméra. Ces questions sur ce qui est réel et ce qui est pour le spectacle ne font que s'approfondir lorsque l'on examine les controverses réelles qui ont secoué les acteurs. No rules in the wild. Real life drama, more intense than any script. Pas de règles dans la nature. Un drame de la vie réelle plus intense que n'importe quel scénario. Parfois, le drame qui se joue en coulisses est encore plus intense que ce que l'on voit à la télévision. L'un des plus grands désastres de l'histoire de l'émission s'est produit lorsque Todd Hoffman a emmené son équipe en Guyane, en Amérique du Sud, à la poursuite d'un rêve d'or dans la jungle. Cela a tourné au cauchemar. Les conditions de la jungle ont détruit leur équipement et après avoir dépensé tout ce qu'ils avaient, ils sont repartis avec un maigre butin de 2 onces d'or. Ce fut un échec cuisant et humiliant. Avant même cela, un ancien membre de l'équipe de Hoffman, Jimmy Dorsey, a publiquement affirmé que les producteurs lui donnaient des répliques et lui disaient comment jouer, suggérant que le drame avait été mis en scène. Les conflits ne se limitaient pas à la recherche d'or. Les amitiés qui semblaient solides à l'écran se sont effondrées dans le monde réel. Pendant des années, les fans ont vu Dave Turan travailler aux côtés de Todd Hoffman. Ils étaient amis. Mais après leur séparation, Turan a intenté un procès à la société de Hoffman pour une question d'argent. L'affaire a mal tourné et a prouvé que la pression de l'exploitation minière pouvait détruire même les liens les plus forts. Puis, il y a eu le moment choquant où Chris Dumit, qui avait travaillé avec Parker pendant plus de 10 ans et était l'un de ses amis les plus proches, a brusquement démissionné. Plus choquant encore, il est allé travailler pour Rick Ness, l'un des plus grands rivaux de Parker. Pour les fans, cette décision a été ressentie comme une trahison et a suscité d'immenses débats en ligne sur la loyauté et l'amitié. Lorsque vous voyez ces hommes à l'écran, vous assistez à un reportage sur l'exploitation minière, mais que se passe-t-il lorsque les caméras s'éteignent? Mais que se passe-t-il lorsque les caméras s'éteignent? S'agit-il simplement d'un jeu à grands enjeux pour notre divertissement? Nous voyons une pépite de 100 onces se briser, et c'est un moment dramatique. Mais passons-nous à côté de détails essentiels. Aurions-nous pu l'éviter?
Est-il possible que la pression exercée pour créer une bonne émission de télévision conduise parfois à des décisions hâtives et à des erreurs coûteuses? Tous ces scandales réels, qu'il s'agisse de procès ou d'amitiés brisées, brouillant la frontière entre la série et la réalité. Le téléspectateur se demande alors quelle est la part de vérité brute et non filtrée dans ce qu'il voit, et quelle est la part de vérité façonnée pour l'histoire parfaite. En fin de compte, ces mineurs gèrent des entreprises de plusieurs millions de dollars dans des conditions de stress incroyables. Et cette histoire est tout aussi passionnante que n'importe quelle pépite qu'ils pourraient extraire du sol. La découverte